Salut, salut, scientifico, scientifica. Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast SIP and Science. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un des mythes qu'affectionne bien la société, la notion d'intelligence. L'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Sommes-nous réellement des êtres intelligents au vu de tout ce qu'on sait, du contexte, de la définition, des paramètres de mesure? Finalement, qui peut-on qualifier d'intelligent? Sommes-nous réellement des êtres intelligents? Alors, si vous avez écouté les récents épisodes, vous savez certainement qu'ils partent toujours d'un fait divers, un événement au courant de la journée autour d'une discussion et ça part en réflexion et ça finit en podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai été inspirée par un film que j'ai vu dans la journée qui est passé à la télé, un film de science-fiction. Alors, pour le synopsis, il s'agit de singes qui deviennent intelligents. Bon, là, je vous fais brièvement l'histoire. Voilà, les singes seraient devenus intelligents suite à l'infection par ce virus et à l'opposé, les humains ont commencé à régresser, à perdre leur intelligence jusqu'à revenir à l'état vraiment le plus basique. Dans le film, par contre, ce qui m'a étonné, c'est que ces singes-là qui étaient qualifiés d'intelligents, d'avoir gagné en intelligence, vivaient toujours dans des arbres, même s'ils étaient organisés en société bien hiérarchisée, avec des départements tout organisés et tout. Mais ils vivaient quand même toujours dans des arbres et au niveau du langage, c'était pas très développé vu qu'ils ne faisaient pas des phrases complètes. Et aussi, du côté des humains, bah, eux, ils étaient, revenus vraiment à l'état, «animal» entre guillemets parce que, ils buvaient directement dans la source, ils couraient à moitié juste avec des cache-sexe là partout dans la forêt, ils se cachaient et tout. Et les singes de leur côté, certes, selon le film, ils avaient gagné en intelligence, mais ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire et ils avaient leur propre école avec leur code et tout ça. Voilà, ils ne savaient pas lire et écrire au sens, humain du terme. Je me suis demandé, mais au final, qu'est-ce que le film dit? Que l'intelligence, voilà, elle a plusieurs formes. Lorsque l'intelligence est humaine, elle va prendre une forme, beaucoup plus, évoluée ou parce que, l'humain est arrivé en utilisant son intelligence à construire des gratte-ciel, à construire, voilà, des bateaux de croisière, l'ingénierie, tout ça, la technologie, c'est ce qu'on voit, la technologie qui se développe, des armes à feu de plus en plus complexes et destructives, la bombe atomique, tout ça, on se dit: «OK, l'être humain lorsqu'il est intelligent, c'est ça et l'animal lorsqu'il est intelligent, c'est, voilà, organiser les fruits, par taille et couleur». Donc là, j'ai trouvé qu'il y avait un peu, un déséquilibre lorsqu'il était question d'approprier, l'intelligence à une, ra à ou à l'être humain ou à l'animal qui serait devenu intelligent. Bon, en même temps, j'ai voulu expliquer en me disant que, OK, d'après le film, les humains, ils étaient en train de régresser pendant que les singes évoluaient, mais dans leur évolution, ils n'avaient pas passé autant d'années que, l'être humain a passé avant de devenir, intelligent au point de construire des gratte-ciel. Je ne sais pas si vous voyez? Dans l'échelle au niveau de l'échelle d'évolution de l'intelligence, de la manifestation, de la matérialisation de l'intelligence, ils étaient pas arrivés au même point. Donc ça, c'est ce que j'ai voulu me dire. Mais après, le film, je me suis quand même posé la question: «Qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence?» Parce que si on regarde le contexte, bah, ils sont tous intelligents, mais alors pourquoi dire que, un peuple va être plus intelligent comme qu'un autre? Si on se réfère à l'histoire, par exemple, avant, heu, pendant des siècles, on a réduit l'intelligence vraiment à une capacité unique qui était mesurable par des tests, standardisés. Mmh. Mais la science moderne nous montre une réalité bien plus riche, bien plus, élargie. La science nous a, heu, appris que l'intelligence n'était pas juste, voilà, quelques tests, qui répondaient juste à des codes sociaux bien définis et cadrés, mais que c'était plus élargi. Le concept d'intelligence est apparu multidimensionnel. Alors, qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence? Est-ce que c'est notre capacité à construire, des gratte-ciel, des bateaux, des l'avion? Est-ce que c'est notre capacité à développer une civilisation sur le plan technologique
ou il y a quelque chose de plus profond, de plus nuancé. Voilà, si on se réfère à la définition des neurosciences et de la psychologie cognitive, l'intelligence est plus un concept multidimensionnel qui va inclure une intelligence adaptative, une intelligence émotionnelle, une intelligence créative. Pour le côté historique, le test de QI ou test de quotient intellectuel a été créé en France dans les années 1905. Voilà, ces tests-là, à l'époque, en France, ils étaient utilisés pour identifier les élèves qui avaient besoin de soutien scolaire. Sauf que ces tests-là étaient bourrés de biais culturels et socio-économiques parce que déjà les questions posées étaient posées sur un aspect culturel, un aspect sociétal et un aspect économique. Pour un enfant qui va partir par exemple d'un milieu extrêmement pauvre, voire même qui va être immigré dans le pays, il ne saura pas répondre aussi bien qu'un enfant qui a grandi dans le pays et qui a acquis en grandissant toute la culture, toutes les connaissances liées à la culture du pays. Alors, si on veut évaluer les deux enfants, celui qui vient d'un background immigré et celui qui a vécu en France, c'est clair que l'enfant qui a tout le temps vécu en France, qui est, on va dire, français d'origine, va avoir un meilleur score au QI. Donc, ça ne va pas vraiment refléter l'intelligence, le quotient intellectuel de chaque enfant. Entre-temps, voilà, la composition du test a évolué pour intégrer plus de références sur les capacités cognitives des gens, pas seulement des enfants, hein. Et voilà, et pour une majorité de la population, la moyenne pour passer ce test, c'était 100. Donc à partir du moment où on avait plus de 100, on était au-dessus de la moyenne, on était qualifié d'intelligent. Voilà, je crois que les gens comme Einstein et tout ça, ils avaient des QI à 180 et tout. Donc vraiment, vraiment très loin de la moyenne et ils étaient qualifiés du coup de génie, de super intelligent et tout. Donc le test du QI a été réadapté pour intégrer beaucoup plus de mesures, principalement 4 capacités cognitives qui sont jugées essentielles pour évaluer l'intelligence. Il y a d'abord la compréhension verbale, parce que c'est une des premières manifestations de l'intelligence, c'est sa capacité à pouvoir utiliser le langage, pouvoir s'exprimer, parler. Voilà, compréhension verbale, notre capacité à comprendre et à utiliser le langage. Peu importe que ce soit la langue française, sa langue vernaculaire ou toute autre langue, ça dévoile notre intelligence. Il y a aussi le raisonnement, un raisonnement logico-mathématique. Ça va être évalué par notre capacité à résoudre des problèmes. On ne parle pas ici des problèmes de mathématiques donnés à l'école. On ne va pas, par exemple, s'attarder sur des exercices qui vont devoir intégrer, je sais pas moi, les matrices, les corrélations ou bien les intervalles. Non, ça va être un truc général et qui est censé être adapté, voilà, au contexte social aussi, à la culture, la résolution des problèmes logiques. Donc voilà. Et un autre point qui est évalué, c'est la mémoire, notre capacité à retenir, à manipuler des informations. Et puis, au final, la vitesse de traitement de l'information, parce que bien sûr, on peut trouver la bonne réponse, mais si on met 2 jours à trouver la bonne réponse, c'est clair que le test de QI, même si on a le même nombre de points, il ne peut pas être jugé pareil. Donc, c'est pourquoi le test dure entre 1 et 2 heures en général. Au sortir de ça, on peut évaluer notre intelligence en fonction de la moyenne. On a dit ici qu'il s'agissait en général de 100 pour une population. Donc, pour revenir à notre sujet, sommes-nous intelligents? Si moi, Camerounais, j'arrive en France pour passer mon test de QI et qu'on me pose des questions de culture générale sur l'histoire française, sur Napoléon ou sur Marie-Antoinette, Louis XIV et tout ça, je suis sûre que j'échoue mon test de QI, c'est-à-dire j'ai moins de 100 à ce moment. Et si ça s'applique au contexte camerounais, et que je me retrouve avec, allez, soyons, soyons fous, 180, ça voudrait dire que je suis génie au Cameroun et bête en France. Est-ce que ça veut dire que on est intelligent selon le lieu où on se trouve? À ce moment-là, comment peut-on affirmer avec certitude que quelqu'un est intelligent? Ça va dépendre de ma situation géographique, si je suis intelligente ou pas. Là, on se rend bien compte que les tests de QI ont des limites. Hmm. Déjà, parce qu'ils sont centrés sur des compétences
occidentales. La plupart des tests, ils ont été développés en Occident, donc ils sont basés sur des connaissances et des compétences occidentales. Et tout de suite, ça va défavoriser toute autre personne ressortissant d'un autre continent. Ensuite, il favorise certains types de raisonnements logiques. C'est des raisonnements logiques à l'occidental. Les Occidentaux et les Africains, ils n'ont pas la même logique parce que voilà, notre logique, la logique qu'on va adapter au quotidien, elle va être imprégnée, je crois qu'elle va être influencée par nos traditions, notre culture, notre éducation. Donc voilà, c'est une des limites du test QI connu à l'international, celui qu'on utilise tous les jours. Déjà, au niveau de l'intelligence, on avait tendance à croire que parce que l'homme est plus évolué sur le plan technologique, c'est l'être le plus intelligent de la planète, c'est l'être vivant le plus intelligent de la planète. Mais peut-être que non, hein, parce que quand on regarde, qu'on observe le règne animal, voilà, on a observé chez les corbeaux une capacité à fabriquer des outils et à les utiliser au quotidien. Également à résoudre des problèmes, même s'ils le faisaient en plusieurs étapes, mais ils arrivaient à résoudre des problèmes auxquels ils étaient confrontés. En plus de ça, les corbeaux, ils ont une mémoire sociale et une reconnaissance individuelle. Or, on disait que l'homme était intelligent parce que il arrivait à reconnaître ses semblables et voilà, il pouvait évoluer dans la société en reconnaissant les gens et en ayant une mémoire des gens et des événements et tout. Mais les corbeaux aussi m'ont fait montre de cela, donc ils sont intelligents si on se réfère à la définition humaine de l'intelligence. Les chercheurs en biologie animale et marine, ils se sont rendus compte en étudiant les dauphins qu'ils avaient également un langage complexe. Les dauphins s'expriment, ils ont leur langage. Ils ont des comportements sociaux très élaborés, tout autant que les comportements sociaux observables chez l'homme, c'est-à-dire une organisation familiale, une organisation sociétale. On a revu ça chez les dauphins. Et en plus de cela, ils ont des capacités d'apprentissage. Ils peuvent donc être qualifiés d'intelligents, vu qu'ils ont également cette capacité d'apprendre, de s'exprimer et d'être organisés en société. Un autre exemple avec les fourmis et les abeilles, elles ont également un système social hyper organisé où voilà, il y a toute une hiérarchie structurée avec la reine, avec toute une organisation autour qui permet de faire vivre toute la colonie. Donc, des capacités de navigation et de communication très sophistiquées ont été observées chez les fourmis qui pouvaient s'orienter en utilisant des repères géospatiaux et géotemporels. Pour tous ces exemples, on peut donc dire que les corbeaux, les dauphins ou les fourmis sont aussi intelligents que l'homme. Dans ce cas, que veut dire l'intelligence? Si tout le monde est intelligent, alors sommes-nous intelligents? C'est quoi l'intelligence au final? Et surtout, on a tendance à se penser plus intelligent que d'autres en se basant sur notre référentiel. Et les êtres humains les plus avancés sur le plan technologique ont tendance à penser les autres cultures moins intelligentes parce qu'elles ne sont pas au même niveau d'avancée. Ces peuples-là qui sont souvent qualifiés d'indigènes, ils vont avoir des connaissances écologiques précises. Ils vont avoir des connaissances en matière de médecine traditionnelle, l'utilisation des plantes médicinales assez complexes et vraiment élaborées. Il y a un grand nombre de médicaments qu'on utilise aujourd'hui qui résultent d'études sur les plantes médicinales. La plante, l'effet de la plante a été étudié, on en a identifié le principe actif et ce principe actif a été synthétisé. Voilà, on a trouvé la forme synthétique qui pouvait permettre de fabriquer des millions et des milliards de doses afin que tout le monde puisse bénéficier sans détruire toute la forêt pour autant. Donc au final, ces connaissances-là qui sont qualifiées d'indigènes, de traditionnelles, vont finalement servir aux connaissances modernes. Et alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut toujours se prévaloir d'être plus intelligent que ces peuples qualifiés d'indigènes qui, eux, ont développé ou alors développent leur intelligence sur un autre aspect de la vie sur Terre? On comprend qu'au final, il faut repenser l'intelligence, hein. On ne peut pas se référer à l'avancée technologique pour qualifier l'intelligence. C'est pas proportionnel. Voilà, la technologie, c'est pas qu'une manifestation possible de l'intelligence. Donc, ce n'est pas sa définition ultime. L'intelligence véritable, elle va résider dans la capacité d'adaptation, certes,
mais également la compréhension complexe des systèmes, comment résoudre les problèmes, et puis aussi surtout l'aspect cognitif, l'empathie, la communication. Donc ça crée un nouveau paradigme. Heureusement, ce paradigme-là, aujourd'hui, il est pris en compte par les neurosciences et la psychologie cognitive qui intègre tout un pan différent de ce qu'on a connu de l'intelligence. Voilà, ça permet déjà de poser un nouveau regard sur la définition qu'on se faisait de l'intelligence. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les neuropsychologues, ils vont considérer l'intelligence comme multidimensionnelle, adaptative, en constante évolution et puis surtout dépendante du contexte. C'est le dernier point et peut-être le plus important, dépendant du contexte. C'est pas parce qu'on arrive dans une tribu et qui porte encore des caches-sexes qu'on va se dire, ah ok, ils sont encore à l'état sauvage. L'état sauvage, c'est selon notre référentiel à nous. Dans leur référentiel, ils sont à leur état, tout simplement. Et ils sont en train d'avancer sur un plan que peut-être on ne voit pas parce que dans notre référentiel, on ne s'en préoccupe pas et ce n'est pas ça dont on a besoin dans notre environnement. Et on a mentionné que l'intelligence est surtout l'adaptation à son environnement. On n'a pas tous besoin d'avoir des gratte-ciel selon l'environnement où on se trouve. Donc, en conclusion, la prochaine fois que vous pensez à l'intelligence, rappelez-vous, ce n'est pas une échelle, c'est plutôt un réseau. Chaque être, chaque culture possède sa propre forme unique d'intelligence. Donc la vraie sagesse commence en fait quand on accepte la diversité cognitive, on accepte qu'il y a différentes formes d'intelligence qui s'appliquent selon le contexte. Quand on reconnaît que l'intelligence n'est pas un trophée à gagner, mais une capacité à comprendre, à s'adapter et à grandir. Donc, je crois qu'à partir de là, on peut se dire que oui, on est sage et intelligent. Soyons tolérants avec les autres et puis surtout, soyons ouverts d'esprit, hein. Et aujourd'hui, j'espère que grâce à ce podcast et à cette définition de l'intelligence, on va avoir un regard plus tolérant, un esprit plus ouvert lorsqu'on va être en présence d'autres formes de vie. Donc, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de réflexion. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenus qui vont défier nos perspectives. Allez, ciao!